Bonjour à tous et bienvenue dans notre live, le rendez-vous investisseur présenté par Bouygues Immobilier Patrimoine en partenariat avec les Studios Victoire. Les Studios Victoire, nous y sommes aujourd'hui. Nous espérons que vous êtes bien installés confortablement et que vous pourrez profiter pleinement de nos échanges. S'il y a le moindre problème, si le moindre problème survient, vous avez des questions, des interrogations, contactez les équipes par la boîte de dialogue, la boîte à questions. Alors j'ai le plaisir de vous présenter cette émission, je vous le disais donc, organisée par Bouygues Immobilier Patrimoine, qui a pour ambition de vous expliquer comment remplir une déclaration de revenus suite à l'achat d'un bien immobilier dans le neuf en investissement locatif et s'assurer de pouvoir bénéficier de son avantage fiscal. C'est très important évidemment. Le LMNP, on en parlera tout au long de cette émission. Avec moi, deux experts pour en parler. Laurent Franqueur, manager commercial chez Bouygues Immobilier Patrimoine. Bonjour Laurent. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là Laurent? Eh bien, c'est un plaisir d'être là déjà. Ouais. Donc là, je suis aujourd'hui pour expliquer bien évidemment ce système du LMNP, ce dispositif, et puis accompagner nos clients pour la déclaration fiscale. Ouais, un système qui rencontre un certain succès. Arnaud Giraud, vous êtes expert comptable. Avec vous, nous allons rentrer dans la technique de cette fameuse déclaration fiscale, le NMNP, LMNP, voilà, il fallait que je le fasse. Oui, le N est très important. Oui, c'est vrai. LMNP. Bonjour, votre mission à vous en tant qu'expert comptable? Bonjour, ma mission en tant qu'expert comptable, c'est d'accompagner nos clients à faire leur déclaration professionnelle liée au LMNP, parce que le LMNP oblige à faire une déclaration professionnelle, la 2031, qui a pour vocation à remettre les chiffres dans la déclaration d'impôt sur le revenu. Mais tout se joue avec le bilan qu'on envoie, et les experts comptables, c'est notre période pour l'accompagner tous nos clients. C'est votre moment, comme on dit. Alors, les plans d'émission, on va dans un premier temps rappeler les éléments clés de ce dispositif fiscal. On va assister à un tuto, une démonstration par notre ami expert comptable qui va nous expliquer précisément. Vous allez voir, c'est merveilleux parce qu'on apprend vraiment dans le détail, pas à pas, comment remplir cette déclaration. Et la séquence de questions-réponses, vous pouvez d'ailleurs poser vos questions. On y répondra autant que faire se peut. On y répondra après, si on n'a pas le temps de toutes les adresser. Mais chacun aura une réponse à ces questions. On va rester 1 heure ensemble, la gourde est là, donc on peut faire face à toutes les situations d'urgence. On boira. Tout de suite, Laurent, je me tourne vers vous. Pourriez-vous nous en dire plus sur Bouygues Immobilier? Très bien. Bouygues Immobilier, bien évidemment, c'est une filiale du groupe Bouygues qui est connu et reconnu pour ses 3 pôles d'activité. J'aurais tendance à vous dire, une majorité de Français aujourd'hui sont clients du groupe Bouygues. Par Bouygues Télécom déjà, qui est le 3e opérateur en France sur la téléphonie. Bien sûr TF1, je pense que tout le monde utilise TF1 et ses filiales. TFX, TMC. Exactement. LCI. LCI également. TF1 étant le leader européen sur son domaine. Et bien évidemment, le métier d'origine de Bouygues, Bouygues Construction, avec ses 3 activités. Nous avons Bouygues Construction et Bâtiment, qui est un des leaders du marché. Je donne souvent des exemples pour nos clients pour que ça leur parle. Stade de France, ça parle à tout le monde. On a envie d'y retourner, Laurent. Oui. Voilà. Les Tours de la Défense, un petit peu moins. Par contre, le pont de l'île de Ré également. Et pourquoi pas se balader sur le port de Monaco qui est en train d'être étendu par le groupe Bouygues. Voilà les grandes constructions, et il y en a des milliers dans le monde entier par rapport à Bouygues Construction. La deuxième activité, c'est Colas. Colas, tout le monde utilise Colas. Pourquoi? C'est le numéro 1 mondial sur les routes, sur les tarmacs, le rail, mais également les transports d'énergie. Donc aujourd'hui, Colas représente vraiment une belle image sur le groupe Bouygues. Et bien évidemment, Bouygues Immobilier, on va parler de Bouygues Immobilier aujourd'hui, c'est important. C'est le leader depuis plus de 60 ans dans la construction. Notre métier, c'est quoi? C'est d'aménager aujourd'hui des villes, les rendre encore plus modernes, et derrière, exploiter bien sûr tous ces logements. Et notre métier principal, c'est la promotion immobilière. Alors de Bouygues Immobilier, il y a 7 ans, a découlé Bouygues Immobilier Patrimoine, qui avait une mission très claire par rapport à ça, c'est d'apporter une expertise à nos clients, une expertise premium pour nos clients investisseurs. Pourquoi? Parce que derrière, l'État a toujours mis en place des dispositifs fiscaux qui permettent d'avoir des réductions fiscales tout en investissant dans l'immobilier.
Voilà en résumé, Gilbert. En fait, ce que vous nous dites, c'est que Bouygues, c'est solide. En fait, hein, c'est ça. Vous nous dites que c'est un groupe sur lequel on peut s'appuyer. Comment procèdent les conseillers, justement comment ils travaillent-ils? Alors, les conseillers, ils travaillent, ils vont à la rencontre des clients, bien évidemment, et ils vont travailler en plusieurs phases. Déjà, Bouygues Immobilier Patrimoine, aujourd'hui, c'est une équipe de 21 personnes, avec 15 conseillers en patrimoine immobilier. Ils sont experts, formés, et ils apportent à la fois une expertise financière, fiscale et immobilière aux clients, une offre globale par rapport à ça, et ils travaillent sous 3 phases. La première rencontre avec le client, c'est la plus importante. C'est là où on va faire connaissance. C'est là où la confiance va se créer et surtout, ça va passer par un audit patrimonial. En fait, ce qu'on veut faire, c'est avoir une photographie de la situation financière du client et bien déterminer le cahier des charges qui permettra de répondre aux besoins. Après, la deuxième phase, c'est le deuxième rendez-vous, c'est la présentation du bilan patrimonial. À cette présentation sera attachée une architecture de financement, mais également une solution fiscale, bien sûr liée à un bien immobilier sélectionné dans notre stock. Et la troisième rencontre, c'est bien sûr la validation des contrats. Aujourd'hui, on travaille en dématérialisation, mais aujourd'hui, le but, c'est de finaliser un contrat et les choses commencent. C'est souvent là que l'aventure commence. Pourquoi? Parce que derrière, il y a vraiment un accompagnement de proximité de nos clients. Pourquoi? On va les accompagner également pour trouver leur financement. On a des partenaires. Trouver la bonne architecture de financement par rapport au profil du client, mais par rapport à l'investissement. Et puis derrière, l'accompagnement jusqu'au notaire. Et pour finir, on ne les abandonne pas à ce moment-là, bien évidemment. Tous les ans, on rencontre nos clients déjà pour faire une première chose, de l'arbitrage. Plusieurs clients ont plusieurs investissements. Il faut arbitrer à un moment pour rebondir sur une nouvelle loi, pourquoi pas. Et puis surtout, la deuxième rencontre, c'est un peu le but d'aujourd'hui, c'est la déclaration fiscale. C'est la raison pour laquelle Arnaud est là aujourd'hui. C'est la concrétisation de tout ce qu'on est en train de dire. Ce que vous dites, en fait, c'est que la partie conseil et amont, si elle est bien faite, tout se passe bien, en fait. C'est là où vous voulez venir. Voilà. C'est très important de bien réfléchir à son projet parce que c'est un investissement. Et il faut bien réfléchir. Arnaud, qu'est-ce que vous avez comme rôle auprès des équipes de Bouygues? Qu'apporte l'expert comptable? L'expert comptable est là pour sécuriser la déclaration fiscale. Déjà, c'est une déclaration qui est télédéclarée aux impôts. Donc, il faut normalement passer par un expert comptable pour pouvoir remettre les chiffres liés à son investissement locatif, faire appliquer le fameux amortissement dont on parlera plus tard. Et donc, notre mission, c'est d'être un garde-fou pour les clients et conseils pour éviter les écueils d'une déclaration fiscale, parce qu'il peut y avoir des petits pièges. Laurent, l'expert comptable, c'est un rouage aussi dans ce dispositif. C'est ce qu'est en train de nous dire Arnaud. Allez, première séquence. Un mot à Laurent? Non, tout à fait. Il est d'accord avec moi. Je suis toujours d'accord avec Pourquoi Gilbert. et comment investir? Première séquence. Allez, retour plateau. Pourquoi les Français investissent toujours autant dans l'immobilier, Laurent? Pourquoi? Parce que ça les sécurise en fait. L'immobilier a toujours été la valeur refuge. Aujourd'hui, on est en pénurie de logements en France. Quand on voit les chiffres de l'Abbé Pierre, chaque année, l'association nous donne les chiffres. On a plus d'1 million de logements en pénurie aujourd'hui. Il faut reloger les Français, la population augmente. Et aujourd'hui, ça reste quand même cette valeur refuge. C'est très ancré dans notre culture. Donc, c'est en fait la pierre, exactement. Et c'est vraiment le premier investissement des Français. Derrière, les Français, comme tout le monde, ils sont préoccupés, bien évidemment. Ils veulent préparer l'avenir, augmenter leur pouvoir d'achat, pouvoir transmettre à leurs enfants. Toutes ces raisons font qu'ils mettent en priorité, bien sûr, c'est l'investissement dans l'immobilier. L'objectif, souvent, de tout le monde, c'est d'avoir son propre toit, acheter sa résidence principale à court, moyen ou long terme. Donc ça, c'est leur première motivation, bien évidemment. Légitime, d'ailleurs. Derrière, oui, tout à fait. Et derrière, après, c'est pouvoir aider ses enfants. Déjà, on commence à aider nos enfants souvent à la période des études. Donc, pouvoir payer les études des enfants, ça coûte très, très cher aujourd'hui. Donc, vous riez, moi aussi. Enfin, on rit jaune. On connaît le problème. Et après, c'est s'assurer une situation financière au moment de la retraite. L'objectif, c'est de garder notre autonomie, donc créer du capital pendant notre activité pour, bien sûr, être sécurisé à la retraite financièrement. Nos enfants auront déjà du mal, je pense, à créer leur patrimoine.
Donc, on ne va pas leur rajouter ça. Être autonome, c'est vraiment une de leurs priorités aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle les Français investissent. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire également de la donation. Bien sûr. Les anciennes générations avaient tendance à donner en fin de vie. Aujourd'hui, on met en place des choses et on les donne pour aider nos enfants qui gagnent du temps par rapport à ça. C'est vrai. Là aussi, il y a de la fiscalité quand on parle de donation. Oui. C'est une visée patrimoniale. Et de ce point de vue-là, il y a différentes manières d'investir dans la pierre aujourd'hui. Quelles sont-elles rapidement? En fait, la première, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la résidence principale. Donc, on achète un bien dans un immeuble, dans une maison individuelle, on achète sa résidence principale. Le deuxième, c'est le locatif résidentiel, pour pouvoir derrière avoir des revenus complémentaires, créer du capital à court, moyen, long terme. Et puis, le troisième moyen aujourd'hui, un petit peu moins développé, mais on a quand même une bonne clientèle investisseur dessus. Ce sont les commerces, les bâtiments, investir dans des sociétés, dans des murs, pour diversifier un peu son patrimoine. Ouais. Donc, pas mal de possibilités en fait qui sont proposées aux Français. En fait, on adapte en fonction du profil et du cahier des charges du client. Allez, je vous propose tout de suite de passer au LMNP, tout simplement, jingle. Alors Laurent, on va parler LMNP. Vers quel type d'investissement se tournent les Français pour leur investissement et pourquoi ils se tournent vers cela? Eh bien, ils se tournent vers le locatif en résidence de service. La résidence de service, c'est avec le dispositif LMNP, le loueur meublé non professionnel. Ça permet derrière de répondre à une pénurie de logements. Aujourd'hui, le LMNP, on a la première tendance, c'est comment loger nos étudiants. Nos étudiants ont plus de mal à trouver un logement qu'une école aujourd'hui. Donc, et c'est une vérité. Et par rapport à ça, le but, c'est de créer du logement en meublé pour que nos jeunes puissent suivre leurs études dans des endroits confortables et les mieux adaptés. C'est un levier fiscal également. Pourquoi? Parce qu'on va jouer sur la déduction, on va jouer sur la réduction en fonction du profil et du mécanisme qu'on va mettre en place. Et puis, aujourd'hui, c'est quand même une sécurité. La pierre, quoi qu'il arrive, ça reste de la pierre, de la rentabilité derrière. On n'a pas fait mieux jusqu'à maintenant, il me semble-t-il. Non. La pierre, c'est tangible. C'est ça la grande force. Ouais, c'est ça. Des actions, c'est moins tangible. Et ça dévisse pour des raisons qu'on ne connaît pas, parce que parfois c'est un peu irrationnel. Pardon, vous n'avez pas fini Laurent? Non, sur cette partie. La France est le 5e pays d'Europe dans lequel on recense le plus de locataires, c'est bien cela? Oui, exactement. C'est bien? Ni l'un ni l'autre. Entre Normands, on va se dire ni l'un ni l'autre. Non, en fait, c'est le mode de vie à la française en fait qui veut ça. Aujourd'hui, on a près de 38% des Français qui sont locataires. Ouais. Donc ça, le chiffre baisse. Pourquoi? Parce qu'on a eu de plus en plus d'accession à la propriété ces dernières années avec la baisse des taux d'intérêt. Donc ça a ouvert le crédit à nombreuses personnes. Et derrière, eh bien, on s'aperçoit que la pénurie est quand même là. On a besoin de loger nos étudiants, les personnes dans le senior aujourd'hui. Les personnes âgées ne veulent plus vivre tout seuls dans leur maison jusqu'à la fin de vie. Non. Il y a une tendance aujourd'hui, ils veulent vivre dans des résidences bien aménagées, avec des services, avec des personnes avec eux. Et il y a une forte volonté de vivre en centre-ville aujourd'hui, avec derrière beaucoup de choses importantes. Des commerces, de la sécurité, des services, de la proximité et les transports, parce qu'aujourd'hui se déplacer, c'est primordial pour eux. Donc, avec le Grand Paris, ça va se développer encore plus d'ailleurs, exactement. On peut le dire. Y a-t-il une réponse des propriétaires face à la demande? Alors oui, on s'aperçoit que sur la dernière année, il y a eu une augmentation des annonces immobilières en meublé entre 20 et 90% sur les 10 villes principales de France. Quand même. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais, pourquoi? Eh bien, les Français ont compris qu'aujourd'hui, la pierre, il fallait continuer à investir dedans. Ils bénéficient à la fois d'un levier fiscal, mais également des taux qui sont très très bas. Donc ça motive et ça ouvre les portes à nombre de Français. Et on est tous conscients qu'il y a une pénurie pour nos jeunes, nos anciens. Et il y a besoin d'augmenter le volume. Et en même temps, les Français n'ont jamais été autant chez eux que la dernière année. Oui, en plus. Je pense que ça oui, ça ils avaient donne le de la temps, réflexion. voilà, puis ça donne le temps de lire, de cuisiner, mais également de se poser des questions sur son patrimoine. Alors, comment fonctionne le régime fiscal dont on va parler durant cette émission?
le LMNP, Ah, vous aussi, ça me eh oui, rassure. on fourche, mais parce que en plus les lettres sont vraiment importantes. Hein. Le nom professionnel, le NP, on va en parler, peut avoir des enjeux fiscaux significatifs. Comment ça fonctionne? Le LMNP, il a un succès fou depuis quelques années parce qu'il arrive à allier deux avantages très importants. Le premier, celui de pouvoir amortir le bien immobilier qu'on a acheté, qui était généralement réservé soit à des dispositifs fiscaux particuliers tels que le Pinel ou le Robien, ou enfin tout, le Duflot, etc. Ou les sociétés qui étaient ce qu'on appelle soumis à l'impôt sur les sociétés. Le deuxième avantage, c'est un avantage à titre personnel, c'est qu'on bénéficie d'abattements pour durée de détention. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au bout de 22 ans, 30 ans, on ne paye pas d'impôt sur la plus-value. Et ça, c'est un vrai avantage fiscal sur le long terme. 22 ans, pas d'impôt sur le revenu, et au bout de 30 ans, pas de CSG, pas de prélèvements sociaux. Donc voilà. Il faut quand même se projeter. Hein. Il on faut parle se projeter. de grandes périodes. Hein. On a parlé du Pinel dans une autre émission, on parle de 6, 9, 12. Là, on parle de beaucoup plus longue période. On est sur une période beaucoup plus longue. Alors après, on peut sortir, mais on ne bénéficiera pas de tous les avantages fiscaux sur le long terme. Ouais, faut le savoir. Alors, on rentre un peu dans le détail. La première solution, la deuxième solution dans ce régime fiscal? Alors, effectivement, il y a deux régimes principaux, ce qu'on appelle le régime micro et le régime réel. Et puis, il y a un troisième qu'on n'évoquera pas aujourd'hui qui s'appelle la SARL de famille. Mais voilà, pour les esprits chagrins qui fait très... Il n'y en a pas. Ils ne sont pas chafouins, ceux qui nous regardent. Eh bien, tant mieux, je suis ravi. Alors, on y va. Le micro-BIC. Je viens avec peu expert, micro-BIC, je dis ça comme ça. Voilà. Alors, vous avez bien raison de préciser BIC, parce que le LMNP, la précision est importante, ce ne sont pas des revenus fonciers. Et ça change beaucoup de choses. Ce sont des revenus BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et le fait d'être en BIC, ça signifie qu'on peut amortir le bien. Alors, la petite exception, c'est le régime micro. Le régime micro, c'est le régime le plus simple. Et il y a juste à déclarer ses recettes locatives, pour lequel on bénéficie d'un abattement, de 50%. Voilà. Oui, mais du coup, ça signifie qu'on paye sur 50%. Donc le régime micro, en réalité, ce n'est pas un bon choix. C'est pour les petits investisseurs? Ce serait pour les petits investisseurs, effectivement, les petites recettes locatives, on va dire, en dessous de 10 000 euros. Au-dessus, généralement, on passe au régime réel. Et le régime réel, ça signifie qu'on doit faire une comptabilité. C'est là où intervient des gens comme moi, un expert comptable, ou un avocat fiscaliste, plutôt un expert comptable, parce qu'il faut produire la déclaration fiscale, le CERFA. Le régime réel, eh bien, c'est qu'on va pouvoir imputer les dépenses liées à la gestion de son bien. Donc on va retrouver les assurances, les intérêts d'emprunt, les entretiens et réparations, si on passe par un tiers pour gérer ses frais. Et surtout, on va pouvoir faire l'amortissement. Et donc l'amortissement, il y a des règles spécifiques à avoir, mais l'amortissement réduit considérablement le bénéfice imposable. Et c'est là la grande force du statut LMNP et de son succès actuel. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un expert, parce que quand on commence à parler amortissement, on rentre dans la technique comptable. Généralement, c'est là où on perd les gens. J'ai fait amortissement deuxième langue. Exactement, ouais, c'est assez technique, mais c'est surtout qu'il faut produire une déclaration fiscale. Donc, ce n'est pas une déclaration personnelle, c'est une déclaration professionnelle. Même si on est dans le régime non professionnel. Voilà, je vais pas... Vous voyez la difficulté, c'est pour ça que le LMNP exige un peu d'expertise et d'expertise comptable. Laurent, vous avez tout dit sur les deux solutions qui se proposent On a fait le tour. On a fait le tour. Laurent, il n'y a donc pas de réduction d'impôts à proprement parler, hein, mais pas non plus de création d'impôts supplémentaires. C'est très bien résumé. En fait, vous avez tout dit, Gilbert. Cet avantage sera effectif en fait, pendant toute la durée de l'amortissement. Donc, on n'a pas de réduction supplémentaire. La seule petite chose, je le dis toujours, on a quand même une réduction fiscale. Pourquoi? Parce qu'on va acquérir le bien en hors taxe. Et c'est quand même une belle réduction de 20%. Ah bah oui. La TVA est un impôt. Hein, c'est ça, il faut savoir, parce que la TVA est variable, mais c'est 20%. On va acheter un bien hors taxe. Donc, dès le départ, on va avoir 20% de remise par rapport au prix normal. Donc, c'est une belle réduction. C'est toujours bienvenu, en plus. Hein. Exactement. Une fois que l'appartement, c'est bon Laurent, une fois que l'appartement est loué, il faut donc chaque année appeler Arnaud, ça c'est une première chose. Il faut déclarer les bénéfices industriels et commerciaux au printemps, on y est. C'est là qu'Arnaud intervient, c'est bien cela. Tout de suite,
c'est la séquence remplir sa déclaration. C'est le tuto d'Arnaud. Alors cette déclaration, Arnaud, on vous écoute, hein, parce que alors, si vous comptez sur moi, je ne vous aiderai pas beaucoup, mais en revanche, Arnaud, je suis sûr qu'il a les bonnes réponses. C'est parti. Alors, donc, pour rappel, on a 3 régimes pour le LMNP. Le régime micro, où il n'y a pas de déclaration à faire. Le régime réel, où on doit faire une déclaration, c'est-à-dire une comptabilité. Et la SARL de famille, dont on ne parlera pas aujourd'hui, mais qui est encore un dispositif pour pouvoir être plusieurs associés d'un groupe familial pour investir dans du LMNP. Alors, le régime micro, on va quand même en parler très rapidement. Les recettes de l'MNP sont limitées à 72 500 €. Maintenant, voilà, on a tendance à ne pas conseiller ce régime. On s'exonère peut-être d'une comptabilité, mais alors là, sur 72 500 €, si on allait jusqu'au bout, on paierait de l'impôt sur la moitié, c'est-à-dire sur 36 250 €, ce qui serait du coup pas du tout optimisé fiscalement. D'accord. Je vous fais confiance. Hein. Donc, vous me regardez, mais j'ai confiance en vous, Ça Arnaud. dépend du profil, mais sur l'impôt, on a ce qu'on appelle, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, les tranches marginales d'imposition. Oui. Donc plus on gagne, plus on a une tranche marginale. Bien sûr. Si on paye 30%, 41 ou 45% de ces 36 000 €, Exactement. la note, elle est sévère. Bien sûr. Donc, on fait une comptabilité, on est au régime réel. Le régime réel, il se fait en réalité, le LMNP va se faire en 2 temps. Une première déclaration, ce qu'on appelle la 2031, c'est la liasse fiscale à transmettre aux impôts, et ensuite la déclaration 2042, celle de l'impôt sur le revenu, pour lequel on va reporter le bénéfice ou la perte de la déclaration précédente, la 2031, sur la déclaration personnelle. Jusque-là, tout le monde m'a suivi? C'est clair. C'est clair. La déclaration 2031, donc elle se fait avec un expert comptable qui va télédéclarer la liasse fiscale directement au service impôt entreprise. La présence d'un expert comptable, elle est indispensable pour éviter nombre d'écueils. La première chose, déjà, la prévention du risque de passage en LMP. Parce qu'on parle de LMNP, non professionnel. Il y a des écueils à éviter pour qu'on ne passe pas en régime professionnel. Ensuite, l'imposition aux cotisations sociales, ça c'est une nouveauté. C'est en cas de dépassement d'un seuil de 23 000 € de recettes locatives, on a une forte possibilité d'être soumis à cotisation sociale. Ils ont aligné ce qu'on appelle le régime fiscal et social des locations meublées professionnelles pour les LMNP. Donc ça, c'est le petit warning dont on va parler maintenant. C'est que, par exemple, si vous décidez de prendre une année sabbatique, si par exemple vous êtes démissionnaire, ou vous êtes licencié de votre société, vous divorcez, ou que sais-je, et que vos revenus du foyer baissent drastiquement, et que vous continuez à avoir du LMNP, eh bien, en ayant plus de revenus LMNP que des revenus de votre propre salaire, vous risquez de passer professionnel. C'est incroyable. Alors ça, c'est le piège. Je trouve qu'on ne peut pas anticiper ça. Si on ne peut pas forcément anticiper. On anticipe un petit peu. Alors, enfin, anticiper si, en écoutant cette émission, pour commencer. Mais voilà, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, des petits accidents de la vie qui font que le régime LMNP... Alors peut-être que dans ce cas-là, si on peut donner un conseil, ne louez pas votre bien LMNP si ça arrive. Mais bon, peut-être qu'après, il y a une question d'argent aussi. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de boulot et que vous ne pouvez pas louer le bien, ça fait double peine. Ça va faire double peine. Bon, en tout cas, c'est un écueil important. Et le troisième écueil, c'est l'oubli, ce qu'on appelle des reports des amortissements non déductibles. Donc là, c'est assez technique, c'est pour ça qu'il faut un expert comptable, mais je vais essayer d'évoquer ça et d'être le plus pédagogue possible. Ah oui, quand on pense LMNP, quand on doit faire une déclaration au réel, il y a un bon conseil à donner, c'est adhérer à un CGA. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CGA? C'est un centre de gestion agréé. Il va servir à quoi? La première chose, que quand on est en bénéfice en LMNP, si on n'adhère pas à un CGA, ce bénéfice est majoré de 25% à la déclaration d'impôt sur le revenu. Et bing. Et bing. C'est des petits trucs qu'on découvre comme ça. C'est des petites pas choses petit comme ça. D'ailleurs, pas si petit d'ailleurs. Ah ouais. Alors, en adhérant à un CGA, vous n'avez pas ces 25%. Et la deuxième vertu du CGA, c'est que vous allez pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt pour frais de comptabilité de CGA. Ça veut dire que l'intervention d'un expert comptable et le coût d'un CGA sera remboursé à hauteur de 75%.
Donc, ça veut dire que vous entourez d'un expert comptable et d'un CGA. À la fin, ça va vous coûter 200 € ou 250 € selon les prix, ce qui n'est pas cher payé. Ça restera toujours pour être sécurisé. Bah oui, sachant qu'on ne commettra pas d'erreur, parce que s'il y a une erreur, en revanche, l'administration fiscale, elle le repère, ou si elle ne le repère pas, il n'y aura pas d'erreur, et surtout s'il y a une erreur, les professionnels qui vous entourent sont responsables. Donc voilà, d'où l'importance d'avoir un pro autour de soi. Pardon, je vous ai coupé, Arnaud. Ouais, c'est pas grave. La deuxième chose qui est très importante à évaluer, c'est la répartition du coût de l'investissement immobilier. Alors là, c'est très technique, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut amortir. Donc il va falloir déjà répartir ce qu'on appelle le terrain et la construction. Et le terrain et la construction, le terrain est non amortissable. La construction est amortissable. Donc déjà, il faut évaluer entre les deux quelle est la partie terrain et construction. Ce qui représente à peu près 12 à 15%. De façon générale, de façon globale, sur un prix d'un bien immobilier investi, on a à peu près 12 à 15% qui correspond à la valeur du terrain. Et on amortit entre jusqu'à 85% du bien en lui-même. Alors ça va être la moyenne, mais ça peut monter dans certaines zones géographiques beaucoup plus. Oui. On peut monter à 40%. Sur l'île de Ré, ça doit être beaucoup plus cher. Exactement, vous avez tout compris. Des endroits prestigieux, des endroits... Au cœur de Paris. Au cœur de Paris, on va plutôt monter à 40%. Donc là, évidemment, c'est lié au prix de l'immobilier, c'est lié à la valeur foncière. La rareté notamment. Et la rareté, exactement. Et pour la partie construction, donc elle qui est amortissable, on va devoir donner une durée d'amortissement. Et généralement, c'est entre 20 et 40 ans. Voilà. Alors, on va plutôt prendre 25 ans, c'est plutôt la moyenne, d'amortir votre bien immobilier sur 25 ans. Donc, prenons l'exemple, je sais pas, d'un bien immobilier qui vous coûte 300 000 €. Si la partie terrain, c'est 20%, donc on aura 60 000. Et donc, la partie construction, 240 000. Sur ces 240 000 €, si on amortit sur 25 ans, ça veut dire qu'on va pouvoir déduire 10 000 € d'amortissement chaque année, qui viendront diminuer votre bénéfice imposable. Voilà. C'est plutôt bien. Ah bah oui, c'est une nouvelle somme. Donc ça, c'est plutôt bien. Il y a d'autres éléments qui sont amortissables, les frais d'acquisition, le mobilier, oui, parce que comme on fait quand même de la location meublée, il faut meubler, et donc ce mobilier, vous avez le droit de l'amortir sur 5 ans généralement. Et si vous faites également des travaux, les travaux, on est plutôt sur une durée d'amortissement de 10 ans. Voilà, donc tous ces éléments qualitatifs qui vont augmenter la valeur du bien vont pouvoir être amortis et du coup être déduits. C'est la grande force du statut LMNP. Petite précision pour les amortissements. Les amortissements, je vais en parler beaucoup. Ça ne peut pas générer de déficit. Je vous explique. Vous avez loué un bien, je sais pas, vous en récoltez des fruits pour 15 000 €. Vous allez pouvoir déduire certaines charges, la taxe foncière, les intérêts d'emprunt, etc. Imaginons qu'il vous reste 10 000 €. Sur ces 10 000 €, on va pouvoir amortir. Si on amortit par exemple pour 12 000 €, on va générer du coup un déficit de 2 000 €. Ce déficit, il ne pourra pas être reporté sur la déclaration d'impôt. Il va être neutralisé à hauteur des amortissements. Parce que les amortissements ont généré du déficit, donc on va avoir 2 000 € d'amortissement non déductible. Cet amortissement non déductible, il n'est pas perdu. C'est ça, il est un peu stocké. Et on va cumuler les amortissements non déductibles dans un tableau de suivi. Voilà, donc ça sera une annexe fiscale de la déclaration qui est envoyée aux impôts, qui est effectuée par l'expert comptable. Et ça, c'est un point où vraiment j'alerte toutes les personnes qui nous écoutent, qui font du LMNP, d'être très très vigilants avec leur propre expert comptable, parce que c'est souvent des oublis. C'est souvent de l'expert comptable. Alors, j'espère que non. Impossible. J'espère que non. Alors nous, moi c'est encore pire. Mais non, c'est vraiment un point de vigilance important de suivre ces amortissements non déductibles, parce que ces amortissements non déductibles, le jour où vous allez avoir un bénéfice imposable, vous allez pouvoir du coup les ressortir du chapeau. Bien exactement. Sûr. Et ça prolonge. Et ça la prolonge fiscalité sur les revenus. Exactement. Tout ça fait sens. Voilà. Et oui. Donc voilà, donc c'est à bien valider avec votre expert comptable. Et donc plus on vous en parle, plus vous êtes vigilant. Au moins posez la question, au moins assurez-vous que ça soit fait. Et à partir de là, une fois que c'est fait, normalement il n'y a plus de sujet. C'est ça. Des documents à préparer pour faire sa déclaration, pour les éléments à transmettre à votre expert comptable qui va effectuer les déclarations.
Alors, si vous passez par un gestionnaire de biens, il a dû vous préparer une déclaration pré-remplie avec les revenus, les charges, les assurances, les frais du syndic, les frais du gestionnaire, les entretiens et réparations. Donc, tous ces éléments qui seront à transmettre à l'expert comptable. Après, beaucoup de l'MNP sont généralement gérés en direct par les clients. Et donc, du coup, charge à vous de pouvoir restituer ces informations-là. Le petit conseil, c'est quand même d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre LMNP. Parce que ça permet d'éviter d'oublier des dépenses qu'on aurait fait à titre personnel. Ouvrir un compte bancaire, alors c'est un compte bancaire personnel, hein, c'est ça la différence. C'est que on peut le nommer. On peut le nommer. Oui, On maison, l'appelle. je sais pas, ou appartement. Exactement. Et donc du coup, ça permet de suivre toutes vos dépenses, tous les flux qui sont liés au LMNP. Ça, c'est voilà, généralement conseillé. Même, ils ont des comptes de copro. Hein, Oui. Quand vous faites votre chèque de Exactement. charge, vous êtes copro de X, je sais pas quoi. Et même, j'irai plus loin, je le dis souvent à nos clients, changer de compte bancaire pour bien isoler la partie immobilière. Oui. Que vous ayez du Pinel, du LMNP ou de la location classique, c'est bien d'avoir un compte pour voir les entrées, les sorties. Et le but, c'est d'avoir un équilibre du compte. C'est facile. Hein, alors, c'est difficile entre un compte spécifique. La banque va pas. C'est un compte bancaire. C'est un compte bancaire. C'est un compte bancaire. Voilà. C'est très simple. Un deuxième compte bancaire. Alors, dans la même banque, généralement, il n'y a pas de frais. Non. Dans une autre banque, il y aura peut-être des frais, mais bon. En tout cas, isoler les flux, c'est-à-dire qu'on ait les revenus locatifs, le remboursement de l'emprunt et les petites dépenses, permettra à votre expert comptable d'identifier tous les flux et pour vous de ne pas oublier des dépenses que vous auriez faites, je ne sais pas, la réparation de la cuisine, que vous auriez payé avec votre compte principal. Voilà, au moins, ça permet de... Non, mais surtout, on peut tracer, puisqu'on a une visibilité très claire. Quoi. Exactement. C'est dédié... Puis, est-ce qu'il y a beaucoup d'écriture? Enfin, à l'année, je pense qu'il n'y a pas énormément d'écriture. Non, il n'y a pas beaucoup Voilà, d'écriture. Ça veut dire qu'on repère assez vite ce qu'on a fait. Généralement, par mois, on parle de 4 écritures. Hein. Oui, l'encaissement du loyer, le remboursement de l'emprunt, les petits frais bancaires et puis éventuellement les dépenses entre guillemets exceptionnelles qui tombent, le paiement de la taxe foncière. Oui, d'accord. Voilà. Ça facilite la vie, en fait. Ça facilite la vie, exactement. Plus vous facilitez la vie pour vous en termes de lisibilité et pour transmettre des informations à votre expert comptable, moins vous y passez de temps et moins on fait d'erreurs. Si on facilite la vie de l'expert comptable, voilà, c'est déjà une partie du job qui est fait. Exactement. Deuxième document à préparer, c'est les intérêts d'emprunt, effectivement, qui sont déductibles. Donc ça, normalement, votre banque vous fournit au moins une fois par an, déjà l'échéancier, si ça n'a pas bougé. C'est une obligation. C'est une obligation, ouais. Et au moins les intérêts payés pendant l'année. La taxe foncière, cette information, vous la retrouvez sur votre espace impôt.gouv, donc ça c'est assez simple. Voilà. Et les amortissements, les fameux, ceux-là, ils seront calculés par votre expert comptable, parce que et lors de la première déclaration, vous aurez défini avec votre expert comptable le pourcentage entre le terrain et la construction et la durée des amortissements. Un principe de comptabilité qui n'est pas toujours très bien compris, c'est ce qu'on appelle une comptabilité d'engagement. Je m'explique. Pour des revenus fonciers classiques, on parle de comptabilité de trésorerie. Trésorerie, ça parle un peu plus, c'est ce qui a été payé pendant l'année. La comptabilité d'engagement, c'est ce qui a été engagé. Je m'explique. Vous avez fait réparer la douche au mois de décembre, mais vous avez payé finalement le réparateur qu'au mois de janvier. Normalement, vous devez déclarer la facture que vous avez payée en 2021 sur l'année 2020, parce que les travaux ont été effectués en 2020. C'est la petite différence avec une comptabilité de trésorerie en revenus fonciers. Voilà. Ça a le principe de réalité en même temps. Si c'est un principe de 2020. Voilà. Alors, comment ça se présente une liasse fiscale, une 2031? Là, vous avez à l'écran l'exemple ce qu'on appelle une balance comptable. Donc, on va retrouver les revenus. On va retrouver classifiés par nature les différentes dépenses. Donc, les charges locatives, les entretiens réparations, les honoraires de l'expert comptable et du CGA. Et on va retrouver les fameux amortissements, ce qu'on appelle dans notre jargon les dotations aux amortissements. Et donc, soit vous avez un bénéfice, soit vous avez une perte. Voilà. La déclaration 2031, donc, elle est préparée par votre expert comptable sur la base de vos éléments. L'expert comptable échange avec vous les éléments inscrits en comptabilité. Très important, ne faites pas une confiance aveugle
Justement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Validez avec votre expert comptable votre bilan, qui vous explique chaque ligne et que ça soit validé par vous en termes de cohérence et de connaissance de toutes les dépenses que vous avez faites pendant l'année. C'est toujours bien de comprendre ce qu'on fait. Vaut mieux, oui. Donc, On parle d'argent quand même. Hein. Exactement. Votre expert comptable ensuite télédéclare la 2031 aux impôts. Là, vous n'avez rien à faire. Aujourd'hui, tout est dématérialisé. La déclaration d'impôt sur le revenu 2031, voilà à quoi elle ressemble. Donc là, vous retrouvez tous les éléments. Voyez, on est bien dans une déclaration, on est bien dans une comptabilité. C'est un document CERFA. Hein, c'est un document CERFA, exactement. Il y a une annexe qui est très importante, c'est la 2031 bis. Je m'explique. C'est là où va apparaître votre bénéfice. Et vous pouvez... Alors, un LMNP tel qu'on le présente, c'est une entreprise individuelle. Mais en réalité, vous pouvez très bien être deux. On parle de co-exploitants, mais vous pouvez très bien être deux. Et du coup, ce qui signifie deux montants à reporter. Donc, si vous êtes deux, généralement, c'est 50-50. Et donc, sur le document qui apparaît à l'écran, vous allez retrouver le montant à reporter sur la 2042, tout simplement. Et apparaît la notion de professionnel et non professionnel. Petite subtilité, on peut, dans un même LMNP, on peut très bien être professionnel pour un associé et non professionnel pour un autre. Il y a des subtilités. Ah, il y a des subtilités. C'est pour ça qu'on est là, hein, parce qu'il faut comprendre. Voilà, donc ça c'est la 2031, on passe les éléments. Et ensuite, je rabâche un petit peu, mais voilà, très important qu'un tableau de suivi des amortissements non déductibles soit effectué pour ne pas perdre le droit d'amortir dans le futur quand vous aurez des bénéfices. D'accord. Voilà, donc j'insiste. On peut accumuler combien de droits d'amortir? Alors c'est illimité, c'est ça. Il n'y a pas de limitation dans le temps, il n'y a pas de montant, c'est illimité. Si demain, une fois que vous aurez fini d'amortir et que vous générez des recettes locatives, eh bien, vous pourrez reprendre les amortissements qui n'ont pas été déduits. Parfait. Exactement. Alors, pour la déclaration 2042, on y arrive. Donc là, vous reconnaissez ce qui apparaît sur votre site impôt.gouv. Et donc, vous avez une case à cocher. C'est les revenus des locations meublées non professionnelles. Une question. Le site impôt.gouv, c'est le même? C'est la même plateforme pour l'individu que le professionnel? Non. Non. Il y a deux accès différents. Il y a un accès professionnel et un accès particulier. D'accord. Voilà. Alors généralement, l'accès professionnel, c'est l'expert comptable qui a un accès pour l'ensemble de ces dossiers. C'est pour ça, parce que comme vous disiez qu'il déclare lui-même directement, c'est-à-dire qu'il y a un accès complémentaire avec le... D'accord. Exactement. Auquel généralement les entreprises ou les clients n'ont pas accès. C'est l'expert comptable en direct. Mais voilà. Et donc... Il faut le savoir. On est là pour ça, je le répète. Hein. Donc, sur votre espace particulier, donc là, vous allez cocher les revenus de location meublée non professionnels et vous allez pouvoir déclarer ce qui apparaît sur la liasse fiscale. Alors, je remets un petit chapitre sur le régime micro-BIC. Donc là, il n'y a pas de liasse fiscale précédent. C'est vous qui allez pouvoir reporter la location. En dessous de un peu plus de 70 000, c'est ça? En dessous de 72 000 euros. 72 000. Alors, je ne vous conseille pas d'aller jusqu'à 72 000 parce qu'il y a toujours ce seuil de 23 000 euros pour l'assujettissement en tant que professionnel et aux cotisations sociales. Alors, il y a d'autres critères, mais en tout cas, voilà. Le régime micro-BIC, on l'inscrit, mais voilà, il n'est pas recommandé d'un point de vue imposition fiscale. En tout cas, si vous devez déclarer du micro-BIC, ça sera sur la case 5ND, location meublée en général. Et c'est bien indiqué, on déclare bien les recettes brutes sans déduire aucun abattement. L'abattement, ça sera calculé directement par les automatiquement, c'est ça, oui, bien sûr. Vous n'avez pas de calcul à faire. Mais c'est pas, on ne divise pas par deux soi-même, son loyer. Non, parce que c'est souvent des choses qu'on peut voir. On m'a dit que c'était 50%. Donc, oui, mais je l'ai fait directement. Je vous ai facilité le travail, monsieur l'inspecteur des impôts. Ensuite, donc, le régime réel. Alors, c'est assez simple. Une fois que l'expert comptable a fait la 2031, vous allez reporter le bénéfice ou la perte dans la déclaration 2042. Et ça se passe à ce niveau. Donc, si c'est un bénéfice dans la case 5NA, on va distinguer quand c'est un CGA ou sans CGA, donc le centre de gestion agréé, parce que comme je vous l'ai dit au préalable, quand on a un centre de gestion agréé et qu'on a un bénéfice, on n'a pas de majoration de 25%. Oui.
par exemple, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, vous avez un bénéfice de 3 000 euros. Sans CGA, vous auriez eu, dans la case 5NK, du coup, 3 000 euros plus 25%. D'accord? Donc 3 600 euros. Pardon, 3 750 euros. J'avais corrigé, mais je n'osais pas vous reprendre. C'est l'expert comptable qui ne savent pas compter. Mais vous avez des machines, j'espère, des machines à calculer, rassurez-moi. On a des machines, hein, si on faisait de tête. Si vous avez malgré tout un déficit, parce que donc, je vous ai dit, c'est très rare d'avoir des déficits du fait que les amortissements étaient non déductibles, mais vous pouvez très bien avoir un déficit qui est vrai pour le coup. Une année, vous avez fait par exemple des réparations, parce qu'il fallait faire ces réparations et que du coup, les amortissements étaient même inférieurs au déficit, eh bien ce déficit, il va falloir le reporter dans la case 5NY. Et ce déficit n'est pas perdu, il est quand même reporté sur les années suivantes pendant 10 ans. Voilà. Important, préciser l'adresse de location. Et vous allez avoir et préciser le numéro SIRET. Ah oui, parce que petit détail, la déclaration au réel nécessite d'avoir un numéro SIREN. C'est-à-dire que quand vous faites une déclaration, une comptabilité, vous devez être identifié par les impôts et l'INSEE vous attribue un numéro SIREN parce que chaque liasse fiscale, chaque déclaration aux impôts doit être répertoriée fiscalement parlant. Et donc ce numéro SIRET, il faut le faire apparaître dans l'encart que vous voyez à l'écran. En s'inscrivant au tribunal de commerce, c'est ça le numéro SIRET ou SIREN, comment on l'obtient, c'est ça? Oui. On le demande. Exactement, ça se demande. Ouais. Ça se demande. Donc il y a un CERFA à remplir quand vous déclarez votre MNP, encore un CERFA. Et ce CERFA, normalement dans les 15 jours ou 3 semaines, vous recevez le numéro SIREN. Et donc là, c'est-à-dire qu'officiellement, vous êtes bien inscrit aux impôts. La France, le métier de la fiscalité. Dernière petite chose, le crédit d'impôt pour frais de comptabilité. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que évidemment c'est un dispositif fiscal. Donc ne pas oublier de reporter, parce qu'une fois que vous avez payé le centre de gestion agréé et le comptable, bien, autant pouvoir déduire ce que vous avez payé à ces magnifiques professionnels. Et donc, vous parlez de vous là, c'est ça? Je parle aussi des autres. je parle de la communauté de tous les experts comptables. La compétence, voilà, c'est ce que vous voulez dire. Et donc, c'est en case 7FF, vous indiquez les frais de comptabilité et d'adhésion à un organisme agréé. Attention, petite subtilité, il faut indiquer le montant hors taxe et pas la TTC, parce que vous ne pouvez pas récupérer la TVA, avoir un crédit d'impôt sur la TVA. Et voilà. J'espère que... On est dans la technicité, Laurent, hein, quand même. Oui, là, c'est un peu plus technique que client, certains autres dispositifs. C'est vrai que là, on est dans une configuration où il faut un engagement fort, en tout cas quand on est sur ce type d'investissement. C'est important d'avoir un expert comptable parce qu'il faut vraiment tout cadrer. Il y a tellement de choses sur le loueur meublé non professionnel. Il y a beaucoup de subtilités par rapport à un investissement classique. Et c'est indispensable. Moi, je dis souvent, c'est indispensable. C'est pas une option quelque part. C'est ça. Et pourquoi l'administration fiscale finalement a fait ce fameux crédit d'impôt pour frais de comptabilité? C'est justement parce qu'il y a beaucoup de points techniques, comme vous vous en rendez compte, et que faire appel à un expert comptable pour faire ces déclarations-là, à la fin, après impôt, ça vous coûte entre 200 et 300 euros. Il n'y a pas de sujet. Le jeu en vaut la chandelle. Hein, exactement. Bien sûr. Mais c'est aussi ça, le dispositif est très avantageux. Pour autant, il faut respecter vraiment rentrer dans les critères bien précis, respecter, pas franchir la ligne jaune. Comme on dit. Pas franchir le Rubicon. Ni la ligne jaune, parce que c'est vrai que... Mais en même temps, c'est vrai que là, on voit vraiment un intérêt quand même évident. Est-ce que vous voulez répondre aux questions des personnes qui nous ont envoyé des questions? Allez, j'espère qu'il y en a beaucoup. Bah oui, vous allez voir. C'est la séquence questions-réponses. Première question pour vous, Laurent. Allez, on dépote un peu, hein, si je peux me permettre, on les envoie. Existe-t-il des zones spécifiques pour le dispositif, comme pour le dispositif Pinel? Non, pas du tout. En fait, aujourd'hui, ce n'est pas du tout encadré par du zonage, par des loyers encadrés. C'est complètement ouvert, aucune zone imposée par l'État par rapport à ça.
Donc, en gros, on a tout le territoire et il faut simplement dénicher les bonnes opportunités. En fait, c'est ça qu'il faut aller faire. En résidence de service, quel impact sur ma TVA lors de la revente, Arnaud? Eh bien, en résidence de service, et notamment avec Bouygues, la TVA est prise en charge par Bouygues. On explique que c'est résidence de service comme ça pour ceux. Ce qu'on expliquait tout à l'heure, Laurent, résidence de service, ça peut être pour des étudiants, pour des personnes âgées, pour lesquelles vous allez avoir un certain nombre de services au-delà du logement simple. Voilà. Exactement. Il y a une petite subtilité par rapport à ça. Tout à l'heure, je parlais d'achat hors taxe. On va bénéficier d'une remise de la TVA de 20%. Pour avoir cette remise de TVA, il faut qu'il y ait minimum 3 services. Ça peut être l'accueil, ça peut être une laverie, ça peut être plein de services. Salle de Il y a un gym, minimum de 3 sûr, services pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal de la TVA. C'est ça. On parle de para-hôtelier d'ailleurs, fiscalement parlant. Parce que c'est comme un hôtel, mais sans en être... ça se développe d'ailleurs beaucoup. De plus en plus. Oui, les gens ils ont besoin de créer une communauté autour de tous ces services associés. Et c'est important. On parle de co-living maintenant dans l'immobilier. C'est vrai que ça vient des États-Unis, on m'a dit. Mais enfin, ça se développe en France. Allez, on continue mes questions. Alors du coup, on va peut-être vous répondre pour la TVA. Oui, on était partis tous les deux, Laurent. Je suis désolé. Alors, allez. Donc, l'impact sur la TVA, c'est que, en réalité, vous avez 20 ans. 20 ans, au bout de 20 ans, il n'y a pas d'impact sur la TVA. Si vous vendez votre bien LMNP pour lequel vous avez déduit la TVA à l'origine, vous l'avez récupéré, si vous le vendez au bout de 10 ans, l'administration fiscale va vous rattraper la moitié, normalement, de la TVA que vous avez déduit à l'origine. Donc c'est quand même important. L'administration fiscale n'oublie rien, même 10 ans après. Elle a de la mémoire. Elle a de la mémoire. Elle a des fichiers surtout. Il y a une chose qui est importante par rapport à ça, pour éviter qu'on soit rattrapé pleinement par l'administration fiscale, c'est que quand on va revendre son bien, on va le revendre avec son bail commercial. Donc il y a une continuité de l'avantage de la TVA. Elle est transmise de propriétaire à propriétaire. Donc indirectement, le vendeur n'aura pas d'impact fiscal par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il a vendu avec son bail, le bail du gestionnaire qui apporte ses services, qui porte toujours ces 3 services. Donc il y a une continuité de l'avantage de la TVA. Le LMNP, alors on parle également de dispositif Censi-Bouvard. Qu'en est-il? Alors, c'est un deuxième régime. On a beaucoup parlé avec Arnaud de l'amortissement. Et le LMNP peut être également orienté sur la loi Censi-Bouvard. C'est une loi réductive. Une loi réductive, c'est quoi? C'est une loi, imaginez, vous payez 5 000 € d'impôts. Vous investissez dans un bien immobilier et vous allez avoir, du fait, une réduction fiscale. Disons 2 000 €. Vous ne paierez à la fin de l'année que 5 000 moins 2, 3 000 €. Eh bien, en investissement Censi-Bouvard, eh bien, ça se passe comme ça. Vous allez avoir une réduction fiscale de 11% sur le prix hors taxe du bien que vous avez acheté. Après, vous allez acheter déjà hors taxe, donc 11% plus une TVA de 20% économisée. C'est une bonne remise fiscale. Il y a quelques petites règles. On ne peut pas dépasser 300 000 € par an d'investissement. On peut faire un achat de 1, 2, 3, 4, 5 studios en LMNP et pour avoir ce maximum de remise fiscale. Si on fait un petit peu plus, c'est pas grave. Si on achète 5 appartements qui, au total, font 350 000 €, eh bien les 50 000 € qui vont dépasser ce 300 000 vont être amortis. Donc ça repart sur un système d'amortissement. Donc on est gagnant également. Mais c'est un autre domaine. Il y a d'autres dispositifs qui sont peut-être plus adaptés, tels que le Pinel, pour faire de la réduction d'impôt plus importante. Alors oui, est-il possible de doubler... Ah oui, tiens, vous parliez de Pinel, vous m'avez devancé. Est-il possible de doubler un achat Pinel avec un achat Censi-Bouvard? Oui, tout à fait. En fait, il faut respecter simplement les plafonds. Le dispositif Pinel, on l'a expliqué sur une précédente émission. Que je vous recommande de regarder en replay. Exactement. C'est pareil, on a un plafond de 300 000 €. Donc on peut acheter par an 1 ou 2 appartements jusqu'à 300 000 € pour bénéficier de l'avantage fiscal à 100%. Eh bien c'est pareil pour le Censi-Bouvard, jusqu'à 300 000 €. Mais on peut en acheter beaucoup plus. Comment sont choisis les gestionnaires des résidences de service? Alors ça, c'est un gros travail que l'on fait en amont chez Bouygues quand on construit le projet.
Déjà, il y a un audit qui est fait systématiquement via des gros cabinets d'audit. Je ne vais pas les nommer, mais c'est les plus connus que l'on a. Big Six, ou comment on dit? On a PricewaterhouseCoopers, on a les cabinets Mazars, les KPMG, comme ça j'en ai cité quelques-uns. Aujourd'hui, on les missionne déjà pour faire un audit pour mesurer plusieurs choses. Déjà la solidité financière du partenaire. Parce que en fait, c'est le gestionnaire qui va tout supporter et au final reverser un loyer net à l'investisseur. Donc déjà, on s'assure qu'il y a une solidité. Et puis après, qu'il y a des compétences en termes de capacité d'offrir des services derrière, d'organiser tous les services. Donc c'est comme ça qu'on les sélectionne. Et puis après, aujourd'hui, on travaille avec des leaders du marché. Tout le monde connaît, alors je vais parler de Odalis. Odalis, c'est souvent des résidences hôtelières au bord de la mer. Eh bien, c'est un gros partenaire de Bouygues. On a Nemea, on a également les Jardins d'Arcadie. Donc voilà, ce sont différentes marques, mais ce sont des gros faiseurs implantés sur le marché. Pour un investissement en résidence étudiante, doit-on meubler l'appartement? Alors c'est compris dans le package, en fait. Quand on vend un appartement en loueur meublé non professionnel, il y a automatiquement les meubles. Ça va passer par un lit, une table de chevet, jusqu'à la couette, une table, des chaises, enfin du rangement, la vaisselle, les produits de nettoyage, parce que c'est vraiment une offre globale. Il y a une liste minimum qui est éditée par l'État et le matériel varie en fonction de la grandeur de l'appartement. Puis-je loger mes enfants dans une résidence étudiante? Alors, pas directement. Donc, on peut les loger dans une résidence étudiante, comme toute personne. En revanche, si vous achetez un bien immobilier en loueur meublé non professionnel, vous ne pouvez pas imposer, lui louer en fait directement. C'est le gestionnaire qui a le rôle de sélection des locataires. Donc, votre fils, vous pourrez lui dire, par exemple, tu vas dans cette résidence où j'ai acheté. Par contre, il n'est pas sûr d'habiter votre propre logement. C'est le gestionnaire qui choisit, donc en fonction des dossiers de candidature. En fonction de si vous connaissez le gestionnaire ou pas. Alors, quel est l'impact sur la revente après l'utilisation de mes amortissements? Arnaud, on a évoqué un peu ce pro. Alors, il n'y a pas d'impact en réalité. Parce que c'est là l'avantage de ce dispositif, c'est que vous êtes soumis à la plus-value des particuliers. Et la plus-value des particuliers, elle se fait automatiquement. C'est-à-dire que vous avez un abattement pour durée de détention. Et donc que vous ayez amorti votre bien en LMNP, ça c'est pendant la durée où vous avez géré le bien et récupéré les fruits. Mais à la revente, c'est complètement déconnecté. Très bien. Puis-je conserver l'usufruit de mon logement meublé et donner la nue propriété à mes enfants? Alors là, on va parler de démembrement. Alors, ça ne va pas être... le démembrement, c'est un système qui permet de transmettre à ses enfants son patrimoine tout en gardant les bénéfices de l'exploitation. Ça a un avantage en termes de donation et de droits de succession derrière. Donc aujourd'hui, on achète un bien immobilier, on va en donner derrière la nue propriété à son enfant. On passe devant chez le notaire, il en a la nue propriété. Par contre, on en garde en tant qu'investisseur l'usufruit. On récolte les fruits de la location et on assume derrière toutes les charges, toute la fiscalité, jusqu'à une certaine période, jusqu'à la fin, pourquoi pas, la fin de sa vie. Et derrière, une fois que les parents sont décédés, eh bien, l'enfant récupère la nue propriété à 100%. Et aujourd'hui, on peut le faire, bien évidemment, avec un loueur meublé non professionnel. La seule petite chose, ce n'est pas très avantageux, c'est qu'on va perdre le bénéfice de l'amortissement puisqu'on a transmis la nue propriété. Donc aujourd'hui, ne surtout pas faire de démembrement quand on a un LMNP en exploitation. Donc ça ne sert à rien parce que fiscalement, on va être rattrapé, on va payer une fiscalité beaucoup plus importante. Il faudra regarder ce replay pour tous celles et ceux qui souhaitent se lancer sur le MNP. LMNP, j'y arriverai pas, décidément. Mais c'est pas grave. Pour la simple et bonne raison que, évidemment, c'est un apprentissage. Une fois qu'on maîtrise tout, j'imagine que c'est plus simple. Mais pas à pas, il faut apprendre, comprendre. On parle de fiscalité, on parle de patrimoine, on parle de revenus, donc c'est très important. Y a-t-il, alors on a déjà répondu à la question, mais je vous la repose, puisqu'elle est arrivée. Y a-t-il un plafond de montant acheté sur l'année comme un plafond, comme pour la loi Pinel? Bah oui, vous l'avez dit. C'est 300 000. Alors, il n'y a pas de plafond réel. Alors, sur le dispositif Censi-Bouvard, on va être sur un plafond de 300 000 € pour avoir une réduction d'impôt. En revanche, sur l'amortissement, il n'y a pas de plafond. Donc, c'est illimité. Illimité, ok. Bon, donc,
Voilà, pour celles et ceux qui ont posé la question. Y a-t-il une durée minimum d'engagement pour bénéficier du régime réel, Arnaud? Oui, on ne peut pas changer chaque année du réel au micro, etc. Vous avez une durée généralement de 3 ans. D'accord. Pouvoir, On peut passer de l'un à l'autre quand même au bout de 3 ans. On peut, oui, mais voilà, faut vraiment analyser la situation. Il faut être vraiment dans une finesse et un suivi. C'est déjà compliqué s'il faut changer en plus à chaque fois. Alors là, j'ai une question, comment dire, une question challenge. Elle est pour vous deux d'ailleurs. Oui. Alors attendez, je mets mes lunettes parce que. On se prépare. Attention. Le montant des amortissements. Alors, le montant des amortissements est-il modifié si le logement est acquis à 50% en nue propriété pour un enfant et 50% en usufruit? Non. Bon, voilà, c'est pas si compliqué que ça. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est ce que je disais tout à l'heure. La notion d'amortissement, on la perd à partir du moment où on fait du démembrement. Donc, il n'y a pas de répartition 50-50 par rapport à ça. Allez, c'est la fin de l'émission. J'aimerais que l'un et l'autre, vous me donniez les 3 mots-clés qui permettraient d'arbitrer, pour celles et ceux qui nous écoutent, le LMNP. Pourquoi? En 3 mots. S'informer, sécuriser et transmettre. Parce que ça reste du patrimoine qu'on transmet aux générations d'après. Laurent? Se faire accompagner. Ouais. C'est la priorité absolue. Et je vous dirais 3 fois se faire accompagner. Pourquoi? Parce que l'avantage d'un bon dispositif LMNP, il se joue au niveau de l'expertise comptable. S'il y a un bon arbitrage dès le départ, et bien derrière, tout se passe normalement. Après, il y a tous les enjeux de bien sélectionner son bien immobilier dans un lieu stratégique. On est souvent sur des centres-villes, donc on a tous les services, les transports autour, mais c'est surtout se faire accompagner, s'informer avant tout de l'endroit où on est, et derrière, se faire bien entourer et puis investir. Hein. On parle de patrimoine, on parle de transmission. C'est des sujets évidemment importants pour la famille, pour toutes les familles françaises, d'ailleurs pour toutes les familles dans le monde entier d'ailleurs. Oui. Merci à tous. Merci aux équipes de Bouygues Immobilier Patrimoine. On me parle dans l'oreillette, donc évidemment, ça me coupe dans mon élan. Merci à toutes les équipes. Le numéro s'affiche à l'écran pour poser toutes vos questions. Un téléphone, une adresse mail, n'hésitez pas. Merci Laurent, c'était toujours très très clair ce que vous avez dit. Merci, vive les experts comptables, j'ai envie de dire. Ils seront ravis. Merci beaucoup et merci à Bouygues Immobilier Patrimoine. À très bientôt.